Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qui nous met de bonne humeur d'entrée, Rémi André? La chaleur, 28 degrés. Vous allez pouvoir enlever votre chemise bientôt. Peut-être. Bienvenue dans les vraies voix de Sud Radio. Comme chaque soir, du débat sur les sujets qui vous concernent, qui vous font réagir. On parle de tout. On parle vrai surtout. Nous sommes avec nos 3 vraies voix d'aujourd'hui. Nous sommes avec Philippe Bilger, qui est président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Françoise Degois, éditorialiste. Coucou. Ça va les loulous? Ça va et vous? Ouais, ça va super bien, je suis trop content. Est-ce que je le trouve extrêmement silencieux? Il est très sage. Mais Philippe, oui. Il me laissait faire mon introduction en même temps. Ouais, mais il aurait pu, je sais pas, d'habitude il attaque. Il attaque direct? Non, mais pas est-ce que les invités... Je vais pas attaquer un éloge qu'on fait de moi. Mais elle a rien dit pour le moment. C'était assez gentil. Oui, c'était gentil, elle a rien dit. Et tenez-vous bien, le 3e arrive. Françoise, salut. Vous êtes quand même, je rappelle ce que vous faites dans la vie ou pas? Rien, moi je fais du bruit avec la bouche, ça s'appelle un éditorialiste. Vous avez notamment d'ailleurs écrit un livre, L'homme qui n'avait pas d'amis. C'est ça, c'est ça. Ça parlait d'Emmanuel Macron. Et c'est sorti le jour de la déclaration de guerre. Vous imaginez le succès que ça a pu avoir? Non, moi donc je suis éditorialiste, autrement dit, je fais donc du bruit avec ma bouche. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Quel joli bruit, Et nous sommes avec Abdoulaye Kanté. Nous dirons qu'il fait du bruit avec son sifflet. Voilà. C'est ça. Enfin, oui, ça fait très longtemps. Bonsoir les vraies voix, ça fait longtemps. Ouais, ça fait plaisir de vous voir, Abdoulaye, c'est trop sympa. Et alors, vous êtes policier et puis auteur de Policier en fin de la République. Ça a été publié chez Fayard. Policier, d'où le sifflet, c'était vraiment drôle mon histoire. Ah, Quand je viens de comprendre ma évolué depuis Quand je pense, non, sérieux. Quand ça marche pas une blague, faut la répéter. C'est ça. On a la paix quand même de Philippe David et ses blagues pourries pendant une semaine. C'est pas pour que vous preniez le relais. Mais c'est un hommage. Frédéric, il aime bien. Je l'aime aussi, Philippe David. Il est sur le siège, donc voilà. Chers auditeurs, vous avez la parole. Si vous voulez commenter l'actu, donner votre point de vue. Aude vous attend évidemment au 0826 300 300. Vous appelez, vous êtes en direct avec nous. Alors quand même, un petit tour sur le sommaire de cette émission. Ah oui. À 17h30. Rigolez, vous m'avez perturbé. On a rendez-vous à 17h30. On a rendez-vous à 17h30 pour le grand débat. Vous savez que le président chinois est en visite. C'est une visite de 2 jours de Xi Jinping pour les 60 ans des relations diplomatiques franco-chinoises. Alors on vous pose la question, parce qu'il y a nombre de voix qui s'élèvent contre le tapis rouge que lui déroule la France. On vous pose la question sur Twitter. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la France a raison de mettre la Chine à l'honneur ainsi? Parlons vrai, vous êtes plutôt le business c'est le business ou je ne parle qu'aux vertueux, j'ai des principes. Notre société occidentale peut-elle légitimement donner des leçons de savoir-vivre aux Chinois? La domination commerciale et industrielle chinoise nous oblige-t-elle à courber les Chines? C'est promis, je ne la referai plus. La France a-t-elle raison d'en faire des tonnes à l'occasion de la venue de Xi Jinping? Nous vous posons la question. Nous aurons un expert, Jean-Joseph Boileau précisément d'ailleurs, chercheur associé à l'IRIS. Parce que Boileau, il n'a pas pris. C'est moins sympa. Alors là, je me courbe. Philippe David ce soir aujourd'hui. Et alors, il y a le coup de projecteur à 18h. On le rappelle, le Premier ministre Gabriel Attal a fait un discours hier soir au 38e dîner du CRIF. Il a dit pas un acte ne doit rester impuni, pas un antisémite ne doit avoir l'âme tranquille. Et puis, il a aussi dénoncé le leader LFI, Jean-Luc Mélenchon, dont les propos présentent le Hamas comme une organisation résistante et non terroriste. Sans compter Olivier Faure, le chef du PS, qui a quant à lui souligné l'antisémitisme de monsieur Mélenchon, tout particulièrement d'ailleurs ce matin chez Bourdin ou sur Sud Radio, où il a dit que ce dernier fait tout pour rendre impossible une alliance, qui nous amène à la question qu'on vous pose aussi sur Twitter pour 18h30. La reconstruction de la gauche est-elle possible sans LFI? Parlons vrai, toujours comme on dit chez Jean-Jacques Bourdin. La gauche française a vu son électorat s'effilocher depuis la fin du quinquennat de François Hollande. Est-ce inéluctable? Les prochaines élections européennes laissent entrevoir un sursaut du PS porté par Raphaël Glucksmann. Est-ce le tremplin salvateur pour la gauche? Olivier Faure annonce donc ce matin sur Sud Radio une coalition post-européenne sans LFI, sans le LFI de Jean-Luc Mélenchon. Dans ces conditions, la gauche peut-elle renaître de ses cendres et accéder de nouveau au pouvoir? Vous nous direz ce que vous en pensez. 0826 300 300. Luc Rouban, le directeur de recherche au CNRS, au CEVIPOF, sera notre expert. Oui, et puis n'oubliez pas aussi de voter sur Twitter. Eh bien, c'est parti pour le répondeur.
Teasing, c'est parti pour le répondeur. Nous attendons donc le message de l'auditeur du jour. Là, vous attendiez un petit jingle, hein, parce que, alors, il faut qu'on vous dise quand même, c'est que on a le réalisateur Benoît Gouthord qui lui, contrairement, qui lui, contrairement à nous, ne fait pas d'erreur, parce qu'il est là à chaque fois. Bien sûr. Voilà. Sauf que bon, on en parlera en fin de semaine, mais il va y avoir un changement le concernant. Alors, donc déjà, il y a notre auditeur. Voilà, 0826 300 300. Vous pouvez réagir évidemment à tout. Voilà. Alors maintenant, qui c'est notre auditeur? Allez-y, dites-le, vous avez envie. Eh ben moi, j'ai envie. C'est Emmanuel. Emmanuel, toujours plus belle. Non, c'est un monsieur, toujours plus beau. Oui, il est en forme ce soir, le bordel. Je me sens pas très belle aujourd'hui. Hein. Oui, mais vous savez, Emmanuel, on peut tout se permettre finalement. Bonjour Emmanuel, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui? C'est quoi votre coup de gueule? Alors mon coup de gueule, c'est violence commises par des jeunes sans foi ni loi ni sans respect de la vie, et j'en ai marre de tous ces gamins qui se font massacrer. Moi j'ai des enfants qui ont entre 23 et 18 ans et je trompe pour eux maintenant tous les jours. Bon, on en parle dans un instant. Vous nous appelez de Suresnes et au 0826 300 300 Gérard de Colombes. Écoutez Gérard au standard. Oui, bonjour, c'est Gérard de Colombes. Là, j'ai écouté votre invité là, qui est vraiment qui a bien répondu à toutes vos questions, mais vous en avez oublié quand même deux qui sont importantes, à savoir le match de ce soir, avec le PSG, et puis deuxièmement aussi, les Jeux Olympiques. Parler un peu du sport, ça détendra un peu nos politiques qui ne sont même pas capables d'aborder la mi-temps consciencieusement. Ça va vous détendre, surtout vous, Frédéric Brandel. Moi, je suis heureux dès qu'on parle. Je me demande même. De sport. Voilà, et je vous assure que ce n'est pas moi qui ai demandé à Gérard d'appeler de Colombes. Enfin, vous savez qu'il y aura les Jeux à Colombes, quand même, avec le hockey sur gazon. Le hockey sur gazon. Bravo. Je suis obligé de suivre parce que. Une réaction, Philippe Bilger. Il y a un match ce soir, PSG Dortmund. Oui, mais je suis pas persuadé qu'on tomberait dans un consensus total sur le PSG et Dortmund. On n'est pas, Françoise et moi, si je peux l'invoquer, on n'est pas fanat du PSG. C'est pas possible. Écoutez, vous n'êtes pas pour Dortmund. Non, mais arrêtez votre cinéma là. un peu de chauvinisme. C'est pas vrai. Le PSG n'a jamais fait, comment dirais-je, se lever la France. Quoi? Non, pas du tout. Mais Marseille. madame. Mais laisse-moi finir. Frédéric, vous n'êtes pas la France. Vous n'êtes pas la France. Laissez-moi terminer. Moi, ce PSG, moi, me fait pas vibrer dans la façon de jouer. J'aime pas cet entraîneur qui a un melon et qui, en plus de ça, le tiki-tik, chaque-attaque espagnol. Je ne supporte pas ça. La possession et je te la passe et je te la repasse. Donc voilà, j'aime pas. Il y a des joueurs que j'aime dans ce PSG. J'adore Hakimi, j'adore Mbappé. Je suis tellement heureuse que Mbappé se tire enfin de cette espèce, de cette machine à billets, de cette machine à billets qui a transformé ce jeune homme exceptionnel quand il est arrivé de Monaco en une espèce de marque à lui tout seul, et vivement que le sport reprenne ses droits. Voilà. Moi qui vous aimais tant. Eh bien, écoutez, je pense que Dortmund joue bien. J'ai pas dit qu'ils allaient gagner ce soir, mais je trouve que Dortmund, j'ai adoré ce que j'ai vu l'autre soir. Laissez juste Abdoulaye très rapidement, mais en fait, je suis supporter marseillais, donc difficile pour moi non, mais après. Il a raison. Après, mais par contre, voilà, par chauvinisme français, parce que moi, j'aimerais bien qu'effectivement que des clubs français aillent jusqu'au bout. Donc voilà, je dirais pas aller Paris, mais j'espère pour eux que ça ira. Moi, je dis allez le PSG et allez l'OM, et je dis allez les deux parce que je les aime tous les deux. Et j'en ai rien à foutre qu'il ne faut pas aimer les deux. J'aime les deux et je parle vrai. C'est ça. Ok. Pardon, madame. J'ai tendance à m'emporter. Moi, j'ai envie de dire allez l'OM pour la Ligue Europa. Oui, bien sûr. Là, je vais le dire clairement. J'adore Abdoulaye, comment il est faux d'erche. Il s'en fout, il n'arrive pas à cracher le mot allez Paris. Les amis, il faut qu'on retrouve notre auditeur. Il faut qu'on retrouve notre auditeur Emmanuel, parce qu'il a des choses à dire, et dans pas longtemps, on va devoir rendre l'antenne pour quelques minutes. Donc allez-y Emmanuel, quelques secondes. Voilà, allez-y Emmanuel, on vous écoute. Alors j'ai une minute pour parler de mon sujet. Une minute. Allez-y. Ok, très bien. Voilà, alors. Moi, je pousse un coup de gueule à l'égard de cette insécurité qui fait que on a peur tous les soirs. Moi, j'ai des gamins qui ont 23, 20, 18 ans. On s'est défoncé pour qu'ils fassent des bonnes études. On fait tout ce qu'il faut pour les élever correctement. Et des gamins comme les miens, il y en a des millions et qui sont en fait aujourd'hui livrés à des couteaux de petits prédateurs qui se croient tout permis, qui font n'importe
n'importe quoi, etc. Alors, il paraît que c'est parce que les prisons sont pleines et que ils ont déjà eu des condamnations, mais qu'on a été obligé de les laisser dehors. Alors moi, j'ai une suggestion. Les suggestions, elles s'appellent les Kerguelen. Elle s'appelle Saint-Laurent-du-Moroni, elle s'appelle Miquelon. Non mais oui, c'est la France, ça appartient à la France. Les Anglais envoient leurs migrants au Rwanda, ce que je trouve tout à fait discutable. En revanche, nous, on a la chance d'avoir des vastes terres australes. Eh bien, les petits abrutis qui font régner la terreur, qu'ils aillent s'exercer sur les pingouins, mais qui fichent la paix aux jeunes qui veulent... On peut rouvrir le bagne. Excusez-moi, les pingouins n'ont rien fait. On peut rouvrir le bagne de Cayenne, tant qu'on y est. Non, mais enfin, sérieusement. Alors, ça c'est vrai, c'est bon. Alors, l'esprit... Non, mais c'est intéressant ce que dit... C'est très intéressant, il y a de quoi dire, parce que c'est vrai que... peut-être la vision d'Abdoulaye, policier. Alors, je suis d'accord avec lui, bon, pas dans l'extrême, mais juste que simplement que c'est multifactoriel, en fait, cette violence juvénile. Il faut savoir que de plus en plus, il y a une forme de banalisation de cette violence. Et ça part justement sur le fait qu'il y a l'aspect des réseaux sociaux, où aujourd'hui que maintenant des gamins de 11 ans peuvent être porteurs de couteaux, même dans un établissement scolaire. Mais aujourd'hui, il y a aussi la responsabilité des parents. Parce qu'il y a quelques temps, tout le monde s'est soulevé et dire « Oh, mais vous comprenez, les parents, ils sont dans la difficulté, tout ça, etc. » Souvent, ce sont des mineurs qui sont, on va dire, enfants de familles monoparentales, donc évidemment les mamans. Mais j'ai envie de dire, où sont les pères aussi? Où sont les pères? Il y a aussi ça aussi, et aussi l'aspect éducation. Parce que vous savez, la police et justice, ça c'est le dernier maillon de la chaîne. Mais le premier maillon de la chaîne, c'est quoi? C'est l'éducation. Tant qu'on n'aura pas mis le paquet sur l'éducation, la prévention, la répression, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, la punition n'a aucun sens à ces gamins qui aujourd'hui sont désinhibés au niveau de l'autorité. Vous parlez d'autorité à un gamin? Je le vois tous les jours quand on interpelle des enfants, parce que ce sont des enfants. Vous avez à 11 ans, je peux vous dire très sincèrement, on est dans les vraies voies, vous avez des gamins qui font les choufs, ceux qui sont dans les points de deal, qui peuvent prendre peut-être entre 100 € jour, juste pour surveiller si des policiers viennent sur ces points de deal. Et aujourd'hui, ces personnes-là, ces gamins, vous pouvez pas leur expliquer de respecter leurs professeurs, leurs parents et encore moins l'autorité. Merci Abdoulaye Kanté. Merci à notre auditeur. Donc de l'éducation, de la prévention et pas de répression avec vous, Abdoulaye Kanté. Si, la répression, mais bien après. D'accord. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Ce sont les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Et puis, évidemment, Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, on est bien avec vous. Hein, ce sont les vraies voix. Et nous sommes évidemment, vous le savez, en compagnie de Philippe Bilger, Françoise Degois et Abdoulaye Kanté. Et puis, c'est parti d'ailleurs pour le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Philippe Bilger, les actes antisémites ont augmenté de 300% dans le premier trimestre 2023 selon Gabriel Attal. C'est ce qu'il a dit en effet hier devant le CRIF. Et évidemment, je me suis réveillé ce matin comme beaucoup de Français en ayant espéré un cessez-le-feu, puisque le Hamas l'avait accepté selon certaines modalités. Et puis on constate qu'Israël a attaqué le point de contrôle de Rafah en disant en même temps qu'il continuait à négocier. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que d'une part, ça va probablement multiplier les manifestations en France à cause de cet espoir un peu déçu pour l'instant, et d'autre part, je ne voudrais pas que tous ceux qui soutiennent mordicus Israël, notamment depuis la barbarie du 7 octobre, voient leur soutien fragilisé en quelque sorte. Il faut aussi que Israël comprenne qu'il y a de fortes attentes là-dessus. Réaction des vraies voix. Oui, moi je suis pas d'accord avec votre analyse, Philippe Bilger, parce que nous racontons totalement dans la narration de guerre du Hamas. Est-ce que vous savez simplement ce qu'il y a dans la trêve proposée? Non. Voilà. Et ben parce que aucun journal ce matin, qu'il soit radio ou télé, n'a détaillé. Cette trêve, elle n'est pas acceptable. Vous seriez dirigeant israélien, vous ne l'accepteriez pas. C'est 3 trêves de 42 jours, avec une première trêve, si vous êtes sage, on rend les femmes et les enfants pour un otage israélien, 10 Palestiniens, avec des gens condamnés à la perpétuité. La deuxième trêve de 42 jours, eh bien, si vous êtes bien sage, on rend un soldat pour 30 Palestiniens. Et la troisième trêve de 42 jours, si vous êtes encore bien sage, on rend les corps ou les restes. Ils ont dit mort ou vif, ouais.
Est-ce que vous pensez vraiment? Alors, les Israéliens, à mon avis, je ne soutiens pas du tout Netanyahou, mais je me mets dans la peau des Israéliens. Ils savent très bien que la communication de guerre, c'est une communication du Hamas. Évidemment, elle est dégueulasse, cette communication, parce que personne ne prend la peine de détailler cette trêve. Si aujourd'hui vous êtes un chef d'État français de n'importe quel pays, vous avez un groupe terroriste qui vous a buté 2000 personnes, et qui joue avec vos nerfs et qui vous propose une trêve comme ça, Philippe Bigère, vous êtes président de la République, vous l'acceptez cette trêve? Bien sûr que vous l'acceptez. Mais j'ai cru comprendre que Netanyahou était très discuté lui-même en Israël. Extrêmement. Il est discuté, mais sur ce plan-là. Mais bien sûr, il est discuté. Vous avez une partie des gens qui le soutiennent, vous avez une partie, la gauche et l'opposition, qui manifestent tous les samedis pour le retour des otages. Mais le sujet n'est pas là, discuter ou pas discuter. Est-ce que c'est une trêve acceptable dans des termes acceptables pour un pays? La réponse est non. Et l'autre réponse, elle est évidente. Rapidement, il faut que le carnage cesse sur Rafah. Rapidement, je vais commencer par ce qu'elle a dit, c'est qu'effectivement, il faut que le carnage cesse parce qu'effectivement, il y a des milliers de civils qui sont en train de mourir. Mais effectivement, on sait que la communication est une arme de guerre, que c'est très très bien habilement, on va dire, comme le Hamas s'en sert très très habilement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est que quand vous avez un plan de paix qui est, enfin, une trêve qui est proposée, et que si c'est juste un plan de trêve qui est, on va dire, de façade, effectivement, ça ne peut pas être accepté. Donc, si c'est déséquilibré, mais juste pour faire les affaires au niveau communication du Hamas, et que derrière, Israël sait très bien que de l'autre côté, ils vont s'en servir parce qu'il y a aussi, il faut le dire, des civils qui sont pris aussi en otage, c'est-à-dire qui sont pris aussi comme bouclier humain, et ils savent très bien que Israël va bombarder ces civils, et comme ça, derrière, il y a ce système de victimisation qui va se mettre en place. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait effectivement un accord, c'est-à-dire une trêve équitable des deux parties. Merci à tous les trois mots dans l'actu de Félix Mathieu, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu. Terminus, offensive et déferlante. Terminus pour Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, ne sera pas reconduit pour un nouveau mandat après l'accord sur les fins de carrière jugé trop conciliant par le gouvernement. L'armée israélienne a déployé ses chars à Rafah et coupé les points de passage avec l'Égypte. Elle affirme mener une offensive antiterroriste dans la grande ville de la bande de Gaza. Et puis Gabriel Attal dénonce une déferlante au dîner du CRIF. 366 actes antisémites au premier trimestre 2024, soit 300% de plus sur un an. Les vraies voix Sud Radio. Il avait signé un accord sur les fins de carrière et ça aura précipité la fin de la sienne. Le PDG de la SNCF ne sera pas reconduit pour un nouveau mandat, annonce le gouvernement. Jean-Pierre Farandou était dans le viseur du gouvernement depuis cet accord pour atténuer les effets de la réforme des retraites chez les cheminots. Le ministre de l'économie, d'ailleurs Bruno Le Maire, n'avait pas mâché ses mots la semaine dernière. Cet accord n'est pas satisfaisant à mes yeux. Il y a eu un dysfonctionnement. Un accord est signé qui engage effectivement les équilibres de la réforme des retraites, les équilibres financiers de la SNCF. Je n'ai pas été averti. Le ministre de tutelle, un des ministres de tutelle, doit être tenu au courant. J'ai donc convoqué le président directeur général de la SNCF pour qu'il me rende des comptes sur cet accord, qui donne un sentiment de 2 poids 2 mesures. Bruno Le Maire chez nos confrères de BFM TV la semaine dernière. Cette information intervient alors que le président de la SNCF, le PDG de la SNCF, était été auditionné sur le sujet au Sénat aujourd'hui. Jean-Pierre Farandou, qui va, cela dit, assurer l'intérim à la tête de la SNCF jusqu'à la nomination de son successeur après les Jeux Olympiques. Le deuxième mot, nous en avons parlé avec les vraies voix, offensive. Les chars israéliens sont entrés dans Rafah. L'armée israélienne affirme mener des opérations antiterroristes dans des zones spécifiques à l'est de la grande ville de la bande de Gaza. Il y a aussi pris le contrôle des points de passage avec l'Égypte, coupant de facto l'arrivée de l'aide humanitaire, ce qui inquiète le secrétaire général de l'ONU. La fermeture à la fois des points de passage de Rafah et de Karem Shalom est particulièrement néfaste pour la situation humanitaire déjà désespérée. Ils doivent être rouverts immédiatement, réagit Antonio Guterres. Les Nations Unies indiquent ne plus disposer que d'un jour de réserve de fioul pour les opérations humanitaires dans la bande de Gaza après la fermeture du point de passage de Rafah. Et puis l'actu, c'est aussi ces 2 présidents, l'un chinois, l'autre français, en visite dans les Pyrénées sur le col du Tourmalet. Beaucoup de neige, de danse traditionnelle, de l'accordéon aussi pour accueillir Xi Jinping et Emmanuel Macron. Nous serons sur place à 18h10 pour faire le point sur cette journée bien chargée en symboles et en jambon local. On va faire le point aussi sur les enjeux diplomatiques et économiques. Ça, ce sera dans quelques instants avec le grand débat des vraies voix, évidemment. En attendant, le troisième mot, déferlante, terme employé par Gabriel Attal à propos de l'antisémitisme en France. 366 actes antisémites au premier trimestre 2024.
2024, c'est 300% de plus sur un an, a indiqué le Premier ministre hier soir au dîner du CRIF. Plus tôt dans la journée, le gouvernement avait lancé des assises de lutte contre l'antisémitisme. Il y a urgence, plaide Gabriel Attal. Personne ne peut nier le fait qu'on estime que les Français juifs représentent 1% de la population française, mais que plus de 60% des actes antireligieux sont des actes antisémites. J'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, il devrait avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre. Gabriel Attal hier au Conseil représentatif des institutions juives de France, des propos sur lesquels on va revenir évidemment dans le coup de projecteur des vraies voix après 18h30. Et on va quand même ressouligner ce qu'il dit Gabriel Attal, que donc les Français juifs représentent seulement 1% de la population française, mais plus de 60% des actes anti-religieux sont des actes antisémites. Une disproportion qui interpelle, Philippe Bilger. Ah bien sûr, mais moi ce qui me frappe, c'est la perversion qui fait qu'après la barbarie du 7 octobre, eh bien la multiplication des actes et des propos antisémites a été constatée par une sorte de contagion du mal. Et déjà avant la barbarie du 7 octobre, je considérais que la lutte pénale contre l'antisémitisme ne donnait pas beaucoup de résultats. Comme si en réalité la morale n'avait pas directement d'influence sur les dénonciations opératoires des actes et des propos antisémites. Je vais peut-être vous heurter, mais moi je pense que rien de neuf sous le soleil en réalité. Je crois vraiment que l'antisémitisme, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente au gré des événements. Alors bien sûr, il y a quelque chose de suraigu aujourd'hui depuis le 7 octobre. On sait très bien qu'est-ce que ça entraîne chaque fois que le Proche-Orient s'enrhume. Vous voyez, la France éternue, c'est tout à fait normal. Nous avons la plus grande diaspora juive, à part bien sûr les États-Unis. Nous avons la plus grande communauté arabo-musulmane européenne. Donc, mais j'ai envie de dire, je suis ennuyé par la façon dont Gabriel Attal, si vous voulez, utilise ça aussi. Jean-Luc Mélenchon, on a tous dit, répété, c'est la honte, etc. Il fait un succès facile devant le CRIF. Est-ce que ça crée des valeurs, ce que dit Gabriel Attal, à part il est touchant, non, je trouve Gabriel pas du tout Attal. Touchant. Je trouve, je suis pas, on l'a répété inlassablement. Mais peut-être qu'il faudrait voir au-dessus de ce message. Peut-être c'est touchant. Dénoncer peut-être inacceptable en fait, parce qu'aujourd'hui il y a, comme tu l'as dit justement, c'est que je pense depuis le 7 octobre, il y a, on va dire, cette désinhibition sur les propos antisémites. Et c'est vrai que nous, on l'a connu, tu sais. Nous, on le constate. Abdoulaye, en 2000, on l'a connu, je te rappelle, en 2000, il y avait des écoles et des synagogues qui brûlaient en France pendant la campagne. Donc, tu comprends, c'est ce que je pense, moi, c'est que... Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là, avec les vecteurs, ce qui est les réseaux sociaux, etc., et depuis le 7 octobre, on n'a jamais autant constaté d'actes antisémites qui sont dénoncés. Et c'est vrai que juste très rapidement, c'est que sur les collègues de la plateforme Pharos, en fait, qui justement signalent les contenus illicites, ils n'ont jamais été autant saisis par rapport à des propos. Parce qu'ils n'ont jamais existé avant. Merci pour les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu. Oui, alors écoutez, les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu continuent. Oui, dans un instant, le 17h30 avec le grand débat. Allez, on y va. À dire. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Le grand débat du jour avec nos vraies voix, c'est maintenant. Une petite remise en contexte pour vous, chers auditeurs. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Xi Jinping, le président chinois, est en France. La Chine a un rôle à jouer dans les conflits mondiaux et notamment dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et il faut absolument qu'Emmanuel Macron parle effectivement non seulement des Ouïghours, des Tibétains, mais également de la violation de l'accord de rétrocession de Hong Kong. C'est la raison aussi pour laquelle il faut avoir un dialogue de vérité avec le président chinois. On n'est pas venu avec l'intention de nous dérouler, lui, un tapis rouge, mais de venir chercher à diviser l'Europe parce qu'il a des objectifs qui sont des objectifs très clairs et qui ne sont pas des objectifs amicaux. Xi Jinping, le président chinois, vous le savez, est en visite sur notre territoire depuis dimanche. Une visite d'État de 2 jours pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques franco-chinoises. Cependant, les présidents chinois et français tiennent des positions très éloignées sur le plan économique et géopolitique. Et nombre de voix s'élèvent contre le tapis rouge que lui déroule la France, dont par exemple Raphaël Glucksmann, pour le citer, qui souligne pour sa part que selon lui, la Chine n'est pas notre ami. C'est donc la question logique que nous vous posons sur Twitter, sur X aujourd'hui. Question du jour.
Qu'en pensez-vous? La France a-t-elle raison de mettre la Chine à l'honneur? Vous nous dites ce que vous en pensez sur le compte X et parlons vrai surtout. Vous êtes plutôt le business, c'est le business ou je ne parle qu'aux vertueux, j'ai des principes. Notre société occidentale peut-elle légitimement donner des leçons de savoir-vivre aux Chinois? Bref, est-ce que ça vaut le coup d'en faire des tonnes à l'occasion de la venue de Xi Jinping? Pour nous éclairer, Jean-Joseph Boileau, chercheur associé à l'IRI, spécialiste des grands pays émergents et notamment de la Chine. Bonsoir. Jean-Joseph Boileau. Bonsoir à tous. Alors, le principe, c'est on fait le tour de table des vraies voix, ils ont des questions, des observations et vous nous éclairez après. Allez, c'est parti. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez, vous, que la raison... J'admets bien volontiers que ma première approche est très superficielle, c'est-à-dire que, et je ne parle pas des blocages impressionnants de Paris hier soir, mais c'est le fait que je trouve qu'en effet, même en accueillant au nom du réalisme le président chinois, on n'était peut-être pas obligé d'en faire autant sur le plan notamment de la réception quasiment familiale. Je sais bien qu'Emmanuel Macron a toujours pensé que sa séduction était telle qu'il pourrait ramener tous les dictateurs dans le droit chemin démocratique. Là, je crois que ça va être très dur. Mais une fois cela dit, je comprends bien la volonté du président Macron de vouloir éventuellement se servir du dictateur chinois pour, par exemple, apaiser, normaliser Poutine, si on peut être naïf une seconde. Et donc, je ne discuterai pas la venue de celui-ci en France, les intérêts économiques que vous avez évoqués, Frédéric, bien sûr, mais je trouve que il a du mal, Emmanuel Macron a trouvé le juste milieu entre un contact à la fois politique et technique et je dirais une forme d'obséquiosité diplomatique. Oui. Françoise de Gaulle. Oui, moi je pense que tout le monde, personne n'est assez fou, d'ailleurs personne ne l'est, pour dire qu'il ne faut pas accueillir la Chine. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la question binaire posée par Frédéric Brindel, soit non, c'est entre les deux. Bien sûr que il n'y a aucun pays qui a vocation à se conduire comme une ONG. Et d'ailleurs, aucun des dirigeants ou des candidats ne dit qu'il fallait ne pas accueillir si. Simplement, je pense que la diplomatie de l'intime, c'est absolument grotesque. C'est véritablement, je sais pas qui a trouvé ça, McKinsey ou pas, mais ça n'a absolument aucun sens. Imaginez quand même la France, quelle que soit, c'est la vérité. Je pensais qu'il n'était plus conseillé. Quel que soit, oui, tu parles Charles. Quel que soit, si tu veux, quels que soient les erreurs et les errements de la France, en plus, la France, ça reste quand même le pays des droits de l'homme. Imaginez quand vous êtes un opposant chinois, je rappelle à qui on parle, je rappelle qui est Xi quand même. Il faut quand même se rappeler, journalistes en prison, les Ouïghours assassinés, génocidés. Alors là, pour le coup, même si Raima Hassan a refusé de le dire, le génocide des Ouïghours est acté. Donc, est-il nécessaire de faire assaut, et je rejoins Philippe là-dessus, en pensant comme Machiavel dans Le Prince, si le prince décide, tout l'univers travaille à sa décision. En passant, comme toujours avec Emmanuel Macron, que tout procède de lui, ça nous a déjà mis dans le mur une fois avec, comment dirais-je, Vladimir Poutine, et on recommence la même chose, parce que la réalité sur ce qu'on a signé hier, alors Xi Jinping, c'est un prince rouge, hein, c'est quelqu'un de très cultivé, comme son épouse d'ailleurs, donc et puis c'est quelqu'un en plus de ça qui est très cultivé, c'est l'aristocratie entre guillemets communiste, mais c'est aussi quelqu'un qui connaît bien la culture européenne, contrairement à ce qu'on dit, la Chine, l'Europe, ça compte pas, ça n'est pas vrai. Mais quand même, la réalité, c'est qu'a priori, Xi voulait être reçu à Versailles, a priori, l'Élysée aurait refusé, mais cette gradation de la diplomatie de l'intime, la réalité, c'est que ce qu'on a obtenu, qu'on arrête les enquêtes sur les producteurs de cognac, autrement dit, sur Bernard Arnault, LVMH, Mouette Annecy. Qui était présent à l'Élysée hier. On continue le tour de table. Très rapidement, moi je pense qu'effectivement, oui, il faut le recevoir, parce que dans le sens où il y a du business, il y a du business aussi à faire, et aussi derrière, il faut que la France, par ce biais de séduction, parce que je pense qu'effectivement, même l'infréquentable, il faut essayer de le séduire. Comme a dit Philippe, je pense que il faut essayer d'obtenir quelque chose de lui, parce que je pense que la Chine est un partenaire peut-être incontournable, notamment sur certains conflits, notamment quand on voit le conflit russo-ukrainien, alors qu'on sait très bien que les seuls, on va dire, le seul pays qui parle aujourd'hui
de manière franco avec Vladimir Poutine, c'est la Chine. Et je pense que si on essaie... Non, c'est pas vrai. Il y a l'Iran et la Turquie. Oui, mais il y a aussi la Chine qui est un partenaire aussi privilégié aussi de Vladimir Poutine. Donc, je pense aussi qu'il est nécessaire que peut-être que la France, peut-être par son poids, effectivement, en l'emmenant, je pense à la Mongie, en lui faisant goûter les produits du terroir, lui dire, tiens, écoute, goûte, à côté, est-ce que tu as une petite idée comment on pourrait régler le conflit russo-ukrainien? Je caricature. Mais je pense qu'effectivement, oui, mais je pense qu'effectivement, moi, je pense qu'à un moment donné, que peut-être que si on doit, par le biais de la séduction française, essayer de peut-être expliquer aux Chinois que, effectivement, nous avons une vision du monde de la sorte, même si vous n'êtes pas totalement d'accord avec nous, essayez de prendre ce qu'on vous offre et peut-être essayer de nous aider aussi à sortir de ce marasme géopolitique qui fait du mal à notre planète. Et effectivement, je pense aussi que la Chine aussi a besoin de nous parce que économiquement, peut-être aussi que ça marche pas très bien aussi pour eux. Jean-Joseph Boileau, vous avez écouté nos trois vraies voix. Je rappelle, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des grands pays émergents et notamment de la Chine. On va deviser évidemment, mais très honnêtement, de ce que vous connaissez de Xi Jinping et de la Chine, est-ce que ce qu'on propose dans le cadre de cette venue peut amener à des débouchés intéressants? Est-ce que ça a une portée quelconque de ce que vous savez de Xi Jinping? Moi, d'abord, je ferai très attention à séparer la Chine, les Chinois et Xi Jinping. Vous m'excuserez, mais j'ai énormément d'amis en Chine, d'amis chinois en France d'ailleurs aussi, et je pense qu'à enfermer les peuples dans leur système et leurs dirigeants, on va vers un monde de haine, et ce que vous avez dit précédemment sur la montée d'antisémitisme, etc., contribue depuis quelques années à cette montée des risques que moi, en tant qu'économiste, je perçois, parce que cette haine se traduit sur le plan des relations économiques internationales par de plus en plus de tensions, de rivalités. Le mot économie de guerre est en train de prendre de l'importance démesurée, parce qu'on se demande si c'est d'ailleurs le mot guerre ou économie qui l'emporte. Moi, je dirais ensuite sur Xi Jinping, il est au pouvoir. C'est un fait. Deuxièmement, si on ne parle qu'avec ses amis, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on ne va pas parler avec beaucoup de monde. C'est ça. Notamment, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus, en fait. Alors, j'ai un peu l'impression, parce que quand j'entends dire qu'on n'aurait jamais dû le recevoir, je parle pas. Qui a dit ça? Personne. Aucun candidat, aucun homme politique n'a dit on n'aurait jamais dû le recevoir. Ça, c'est des paroles d'ONG. Non, personne. Continuez, Jean-Joseph. Il y a une toile de fond en France là-dessus. Donc, sur le fond, il y a deux sujets qui étaient à l'origine de cet échange qui, rappelons-le quand même, s'inscrit dans le 60e anniversaire de la reconnaissance par la France de la République populaire de Chine. Et c'est important de maintenir des rites à l'échelle mondiale. De même qu'on peut se moquer de ce que le président Macron a invité dans les Pyrénées le président Xi Jinping, il faut savoir que, pour être un ancien diplomate de mon côté, nous avons une règle qu'on appelle la réciprocité. Et donc, en fait, ce que le président Macron fait, c'est renvoyer au président Xi Jinping l'invitation personnelle qu'il lui avait accordée. Maintenant, sur le fond, il y a deux grands sujets de cette visite. Le premier, évidemment, c'est la guerre en Ukraine. Et là-dessus, ce qui a été dit sur le plateau tout à l'heure est tout à fait exact. On ne voit pas très bien aujourd'hui une solution sans laquelle la Chine ne sera pas un acteur. Je dis pas majeur nécessairement, mais enfin, par définition. Et donc, il est important que dans le secret aussi des discussions privées, il faut le savoir, c'est important, il y a des choses qu'on se dit et qu'on ne dit pas sur le plan public, il y ait entre le président Xi Jinping et le président français une vraie discussion sur ce que les uns et les autres en pensent. Maintenant, ce sont tous les deux des machiavélistes, donc ils savent très bien ne pas aborder directement des différends, mais le fait est que le sujet a été abordé. Clairement, la France a fait état de sa position, notamment de la menace que Vladimir Poutine fait peser sur l'Europe. Et vous savez comme moi que la Chine n'est pas particulièrement confortable sur la question de la position des Russes, même si elle ne peut pas s'en affranchir. Deuxièmement, sur la question des différends commerciaux, c'est un vrai sujet. Alors je sais que c'est assez amusant de se moquer un peu du cognac, etc. Mais enfin, la réalité est que la France importe 80 milliards, enfin les Français importent 80 milliards de dollars, n'exportent que 30 milliards à peu près vers la Chine, et donc il y a un déficit béant. Donc il fallait bien aborder le sujet.
Et la façon de l'aborder, à mon avis, est pas complètement idiote. Elle est, comme toujours dans ce genre de négociation où il faut trouver des compromis, bien faire sentir au président chinois que aujourd'hui le dumping, notamment sur les voitures industrielles, électriques, etc., pose problème en Europe et qu'il est donc, il lui a dit clairement que la France était du côté de ceux qui souhaitent aujourd'hui prendre des décisions contre le dumping chinois. Et en même temps, le président chinois, il faut l'écouter quand même, a pu aussi dire un peu quel était son point de vue. Alors, le cognac, c'est pas le cognac, c'est bien au-delà du cognac. C'est moi. Mais on est, mais bien sûr, mais excusez-moi, mais moi, pardon de vous interrompre parce que c'est un espèce de personne ne dit que c'est dérisoire, mais pardonnez-moi de vous expliquer. Vous pensez-vous, en 5 anciens diplomates, vous savez, dans une autre vie, moi j'ai travaillé à l'ouverture du port chinois au ministère de l'Agriculture, donc je crois savoir aussi à peu près de quoi je parle. Vous croyez vraiment que une discussion entre Emmanuel Macron en tête-à-tête sur l'influence sur la Russie, au point où nous en sommes sur l'histoire, peut changer quelque chose? Vous ne pouvez pas affirmer ça, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai pour 1000 raisons d'ailleurs. Xi demain sera en Serbie et en Hongrie et rassurera. Vous savez très bien que Xi Jinping, et vous dites obligé, il n'est pas du tout ficelé par son relation avec la Russie. Il n'est pas ficelé. Il est au contraire, il est en train, au contraire, comment dirais-je, de mettre la main sur la Russie. Qui peut discuter aujourd'hui concrètement avec la Russie aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, il a des partenaires privilégiés. Je pose la question. Excusez-moi, les Prévost, je voudrais justement relancer Philippe Bilger là-dessus, sur le rapport de la Chine et de la Russie. Faut que Emmanuel Macron a tout de même salué les engagements chinois à s'abstenir de vendre toute arme et toute aide à Moscou, puisqu'il a ajouté qu'il respecte les liens anciens qui unissent la Chine à la Russie, Philippe Bilger. En tentant de répondre à votre question, Judith, je voulais demander à monsieur Boileau, au fond, j'ai lu une lettre au président écrite par Raphaël Glucksmann aujourd'hui. Il indique que lui, il aurait une position réaliste en instaurant un rapport de force avec le président chinois. Est-ce que d'abord la France peut avoir une telle attitude, et comme le dit Françoise, est-ce qu'elle peut avoir le moindre effet alors qu'il y a une disproportion absolue dans beaucoup de secteurs entre la Chine et la France? Jean-Joseph Boileau. Écoutez, les visites traduisent un rapport de force. Et les rapports de force se construisent avant, pas après. Donc la question qui est posée, que vous posez tous d'ailleurs, c'est effectivement quels sont les points forts sur lesquels le président Macron engage la discussion, la négociation avec le président Xi Jinping. Force est de reconnaître que dans l'état actuel des choses, c'est pas la faute de la Chine. C'est bien la faute des Européens qui n'arrivent toujours pas. Et on l'a bien vu ces derniers temps. Vous avez Scholz qui est parti tout seul en Chine, qui a refusé d'être à Paris. Von der Leyen qui ne représente qu'elle-même. Le président Macron lui-même qui, avec les Italiens, je le répète, n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc la balle est dans notre camp. Elle est dans notre camp. Elle est dans le camp des Européens. Elle est dans le camp des Français vis-à-vis des autres Européens. Et moi, je considère que la France ne met pas assez d'eau dans son vin avec les autres Européens pour construire un véritable rapport de force avec la Chine. On sera d'accord là-dessus. Vraiment, vous avez absolument raison là-dessus. Alors, Abdoulaye Kanté, vous avez une question. Une question. Que pense justement le peuple chinois de la venue de leurs dirigeants qui fait une tournée européenne? Qu'est-ce qu'ils en pensent en fait? Parce que je pense qu'effectivement, est-ce que c'est peut-être un espoir pour plus d'ouverture pour ce peuple, ou est-ce que ils voient ça comme une tournée, comme d'habitude le dirigeant y va, mais pour leur quotidien ça ne change pas? Rapidement, s'il vous plaît. Non, ça change, c'est très important. Il faut bien comprendre ce qui se passe en Chine. On ne parle jamais de ces gens-là. C'est ça, c'est pour ça que je posais la question. Mais bien sûr, c'est une vraie question. Vouloir enfermer désormais le monde dans chaque prison, à mon avis, ça ne va pas. Il faut essayer au maximum. Bon, et ce que je sais, c'est que les Chinois ne sont pas particulièrement très satisfaits de leur régime. Ils s'en satisfont d'une certaine façon, mais surtout ils veulent un monde ouvert. Vous avez des tas de petites vidéos aujourd'hui sur TikTok, mais aussi d'ailleurs sur YouTube, de Chinois journalistes qui se baladaient dans Paris et racontaient un peu la vie parisienne. Il faut maintenir ce dialogue des peuples, c'est indispensable. Bien sûr. Enfin, je voudrais terminer sur ce que je disais tout à l'heure à propos du rapport de force.
Françoise, vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que le président Macron peut arriver à obtenir de Xi Jinping? Tout seul, c'est impossible. La question à poser, c'est l'inverse. S'il n'y avait pas ce genre de visite, est-ce que ça ferait avancer ou pas le Schwimmblick? Alors, Et la question est posée. C'est Voilà. très bien. Que disent les auditeurs? Alors, les Judith auditeurs, Belair. ils disent à 51% que la France en fait trop, hein, effectivement. Donc, c'est pas tout à fait. À 51-49, oui, c'est voilà, pas énorme. c'est pas hein. énorme, Ouais. exactement. Juste une réaction d'Emmanuel depuis Suresnes au 0826 300 300. Un mot, ça vous inspire quoi, Emmanuel? Ça m'inspire que je trouve absolument incroyable qu'après s'être lié pieds et poings à Poutine avec le gaz, on fasse aujourd'hui la même chose avec un autre continuateur de dictateur communiste qui s'appelle Xi Jinping et qui il commercialise 90% des terres rares. Ils ont le quasi-monopole actuellement du raffinage. Ces terres rares, elles sont utilisées dans énormément de domaines, l'aéronautique et surtout pour tout ce qui est aimant, donc tout ce qui est voiture électrique. C'est absolument hallucinant que l'Europe s'obstine à vouloir faire rouler tout le monde en voiture électrique. Ça consiste à dire, très bien, c'est super, pour rouler demain, on va être dépendant des Chinois. C'est de la folie furieuse. Oh, Merci bien beaucoup. vu Emmanuel. Merci, Vous Emmanuel. restez avec nous, hein. On vous sollicite dans un instant. Merci Jean-Joseph Boileau. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des grands pays émergents et notamment de la Chine. On aurait pu continuer cette discussion passionnante longtemps. 3 heures. Mais on est obligé de se quitter. Vous restez avec nous, chers auditeurs, juste après la pub. C'est le quiz. On va jouer avec nos questions. Qui l'a dit? J'arrive jamais à le dire C'est pour ça correctement. que je me suis permis, je veux dire comme ça. Voilà, merci Frédéric. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de Sud Radio sont avec vous ce soir. Je vous les rappelle, Philippe Bilger, Françoise Degois, Abdoulaye Kanté. C'est là où je dis que c'est la Dream Team aujourd'hui. Ouais, the Dream Team. Tous les jours, mais quelle forme je fais. Et puis qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allez, on joue. Le quiz de l'actu. Les jeux. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Pourquoi il vient pas plus souvent, Abdoulaye? Franchement, c'est un appel que je fais à la production, à la direction. Écoutez, Françoise Degois, dès que je suis là, Abdoulaye arrive. D'accord. Voilà. Nous sommes pieds et poings liés. Oula. Emmanuel, toujours. Voilà, ça marche. Emmanuel de Suresnes, vous êtes toujours avec nous. Bonjour Emmanuel, bonjour. Il y a quelqu'un qui dit bonjour, on était déjà avec Emmanuel et Abdoulaye. Bonjour, il faut dire bonjour. Faut dire bonjour Abdoulaye. souvent. Tous les matins, Tous les jours. c'est vrai. Le principe, chacun joue pour lui, mais on le rappelle, on pose la question, qui c'est qui l'a dit? C'est d'abord Emmanuel qui répond. Si Emmanuel ne répond pas, alors à ce moment-là, vous rentrez dans le jeu. C'est pas bon, ça va pas être terrible. Ça va aller, C'est pas grave, on y va. Première question, allons-y. Allez, c'est parti. Aux États-Unis, il y Question a à combien de points? 2 points. Ouais, qui a dit? Qui c'est qui Donc, l'a dit? aux États-Unis, il y a un prototype de chien robot conçu pour assister les personnes aveugles. Il reste certes quelques ajustements à faire, notamment concernant la force de traction de la laisse, mais les concepteurs sont très proches de finaliser une solution efficace. Allez, qui a dit ça, Emmanuel? Oh, la ministre de la Santé? Non, Elon. Ça aurait pu. Ministre de l'Industrie? Bruno Le Maire. Je savais qu'on les piégerait là-dessus. Non, mais en plus, ça n'a aucun sens. Ça, Quoi? Ça n'a aucun Ça n'a sens. aucun sens pour les personnes malvoyantes, ça a du sens. Ça a du sens, ouais, c'est une bonne La idée. ministre des... Vous allez être vexé. Qui peut parler des personnes Qu'est-ce que aveugles? vous avez dit, Philippe Bilger? Runacher. Non. Ministre de la Santé. Non. Mais qui peut Alors, parler je peux de dire que c'est pas un politique ou pas? C'est pas un politique. Gilbert Vous Montagnier. avez Gilbert Montagnier, Françoise Degois. Vous aviez dit Louis Braille, Emmanuel? Vous avez un humour terrible. Il est bon cet Emmanuel. Excellent. Emmanuel, toujours plus drôle. Emmanuel, comment Attention, on y va pour un point seulement. Et vous, Emmanuel, d'abord, pour un point. Qui c'est qui l'a dit? De tous les mois de l'année, seul août arbore un accent circonflexe, comme un chapeau pour se protéger du soleil. Il serait judicieux d'en mettre un autre sur juillet. Qui a dit cette si belle phrase, Emmanuel? C'est Bernard Pivot. Direct. Emmanuel. Vous êtes parfait, Emmanuel. Vous avez vu, vous êtes bon quand même. Voilà. C'est bien. Allez, qui c'est qui l'a dit? Je vais y arriver un jour, hein, je vous jure. Qui l'a dit? Voilà. On va gagner, c'est la seule phrase que je connaisse en français. Alors, Emmanuel? Attendez. Emmanuel, qui c'est qui a dit ça? On va gagner, c'est la seule phrase que je connaisse en français. C'est bon, tu sais pas? Attends. Il ne sait pas. Oui, c'est marqué.
Il a dit je ne sais pas, a priori, il savait. Alors, je vais vous dire un truc. Françoise et Philippe ont répondu en même temps Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Mais comme tout à l'heure, vous avez été odieuse avec lui, je donne le point à Philippe Bilger. Quelle injustice! Protestons! Attention, qui c'est qui l'a dit? C'est honteux, franchement. C'est qui? Des hackers liés au régime chinois ont visé tous mes comptes aux parlements européens. Je sais. Emmanuel, vous savez? Je sais. Jordan Bardella. Bellamy. On l'a dit maintenant. Cette fois-ci en même temps, mais là c'est pour Françoise parce que madame, j'ai ma fierté et je sais vous respecter. Et allez le PSG, c'est tout ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut faire les totos? Oui, les totos sont ainsi faits. C'est Françoise qui s'impose. Eh ben voilà. Bravo. Françoise Debois, notre grande gagnante. Au titre de 3 plus 2 qui font 5, Emmanuel a 1 et vous avez 3, Philippe. C'est pas mal. Alors, je comprends rien. bravo Françoise. Alors évidemment, chers auditeurs, si vous voulez jouer avec nous et participer au prochain, je vais le dire bien. Qui c'est qui l'a dit? Voilà. Vous nous appelez au 0826 300 300. On peut faire une alerte Amber pour Abdoulaye Kanté qui a complètement disparu sur le qui c'est qui. Il n'était pas bon là-dessus, mais c'est pas grave. Il a plein Non, mais il faut vite tirer parce que les infos arrivent. Allez, petit bonbon qui voilà, vous fait. c'est ça. Bon, je reviens dans un instant. Je voulais juste dire, tous les hommes ne sont pas pourris. Je vous en dis plus dans un instant. Oh, on a hâte ça. La météo Sud Radio. Avec Servistore, pièces détachées pour store et volets roulants sur mesure sur servistore.com. Rémi André, ça s'améliore. Demain, ça va être encore mieux. Oui, ça sera moins pourri au niveau du temps également, avec Du moment que c'est que le temps. Voilà, exactement. Il restera tout de même encore quelques nuages, mais globalement, cela va s'arranger. Alors, évidemment, le matin, on aura encore un peu de grisaille sous forme de brume, de brouillard, des nuages bas, là où le ciel va se dégager cette nuit, principalement au nord du pays, mais cela va se dissiper pour laisser passer de belles éclaircies dans l'après-midi. Sur l'Aquitaine, ce sera à peu près la même chose, mais depuis l'Occitanie jusqu'au Grand Est, sur la Provence également, on gardera encore un petit peu d'instabilité, ce qui fait que si le matin, nous avons encore quelques nuages accrochés aux Pyrénées, au Massif central. Ils vont se dissiper en milieu de journée, mais dans l'après-midi, de nouvelles averses pourraient apparaître. Alors, elles sont moins fortes, moins nombreuses qu'aujourd'hui. On les retrouvera principalement depuis la Lorraine jusque vers l'Auvergne, en descendant vers le Tarn. Ces averses seront parsemées par rapport à aujourd'hui. On en aura également quelques-unes sur la Provence, bien qu'autour du Golfe et du Lion, avec le Mistral et la Tramontane. Là aussi, c'est le soleil qui va dominer. Le tout avec des températures qui remontent, mais pour l'instant, très légèrement. Température en général comprise entre 18 et 22 degrés. Il pourrait faire jusqu'à 24 degrés sur le Roussillon. Merci Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nous sommes toujours avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb. Et Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policier, enfant de la République, publié chez Fayard. Eh bien, c'est parti pour votre coup de gueule, mon cher Frédéric Brindel. Oui, Elisabeth Badinter présente son dernier livre dans les médias, Messieurs, encore un effort, sous-entendu dans les domaines des tâches ménagères. Elle exprime un malaise dans les relations de couple avec beaucoup de justesse et de bienveillance. Moi, je dois tout à ma grand-mère, abandonnée par son mari violent, seule avec ses 7 enfants, lâcheté des hommes. Je me rappelle aussi de ce gars sympa, peureux en société, qui devient dictateur chez lui, haineux envers sa femme, qui m'avait préparé un si chaleureux repas, lâcheté des hommes. Je connais aussi ces femmes, abreuvant de gifles ceux qu'elles appellent leurs mouflés, qui les dérangent alors qu'elles enchaînent leur 5e série télévisée de la journée. Femmes terrifiantes. J'ai vu aussi ces manageuses assassines avec ceux qui pourraient s'épanouir entre leurs sautes d'humeur. Femmes terrifiantes. Une fois mis de côté les Michel Fourniret et les Monique Olivier, il reste la classe moyenne du couple, ceux qui épousent les valeurs de notre époque. Messieurs, un effort pour sortir de vos petits plaisirs égoïstes. Certes, Madame Badinter. Mesdames, encore un effort pour comprendre qu'à statut égal, il y a des prérogatives égales, notamment pour tolérer la place du père dans la transmission affective. Récoutons, c'est mon fils ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille, d'Aliel Balavoine ne disait pas autre chose qu'à un problème de couple, il y a une équation à 2 inconnus à résoudre. Nous ne sommes pas tous pourris.
Alors, Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? D'une certaine manière, je ne me vois pas refuser ce point de vue, parce que dire que nous ne sommes pas tous pourris, ce dont je n'ai jamais douté, hein, mon cher Frédéric, surtout pas ne Frédéric. peut avoir que mon assentiment. Et si vous montrez le fait que aucun sexe n'est irréprochable et qu'au contraire, la vie est passionnante parce qu'elle les oppose pour le bien comme pour le mal, je vous rejoins totalement. La dualité, donc, selon Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez, Françoise de Goire? J'ai du mal, excuse-moi, mon cher Frédéric, tu mets dans le même truc Fourniret, Monique Olivier. Au moment où j'ai écrit, j'ai pensé à toi. Oui. La femme qui frappe, mais non, mais ça n'a aucun sens, en fait. Si, ça a un sens. Excuse-moi. C'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue. Pour moi, ton truc n'a aucun sens. Votre truc n'a aucun sens. Vous mélangez les chèvres, les choux, les machins, les trucs. Vous mélangez un tueur en série. Non, il a dit qu'il l'enlevait. Hein, non, mais c'est pas un problème de nuance. C'est un problème de. Excusez-moi de vous le dire. La réalité, quand même, c'est qu'il y a une domination masculine depuis 2000 ans et qu'elle est en train, dans bien des domaines, et qu'elle est en train petit à petit de se rééquilibrer. Il faut juste l'admettre. Bien sûr que tous les hommes sont pas des pourris, mais il y a une domination dans les moindres détails. D'ailleurs, je vois, c'est générationnel. Je vois, moi, dans ma famille, tous les mômes qui ont 25 ans, etc., demandent, par exemple, des congés de paternité. Vous voyez que les choses se sont complètement... La réalité des couples est en train de se rééquilibrer. Mais il y a encore un combat à mener. Voilà. Exactement d'accord. Enfin, l'égalité homme-femme, et pour quand, alors? Non, moi, je trouve que c'est très bien que l'égalité homme-femme soit là, mais je pense aussi qu'il faut éviter cette forme d'essentialisation qui accouche souvent d'absurdité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que quand on désigne tout homme comme étant, on va dire, cet individu patriarcal, cet individu qui est, excusez-moi du terme, dégueulasse, etc., et qui est dans l'impossibilité de séduire une femme, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont cette peur de séduire une femme, parce que, et c'est la réalité, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, domine assez aisément. Non, parce que je pense aussi qu'il y a eu cette peur qui est arrivée, ou se dire qu'aujourd'hui, avec tous les symboles qui sont arrivés comme MeToo, ou même cette indexation sur l'homme, donc l'homme aujourd'hui peut-être se dit, effectivement, je n'ose plus essayer de m'adresser à une femme de peur que peut-être qu'elle comprenne mal ce que je veux dire. Et c'est vrai que cette essentialisation qui est arrivée, malheureusement, a accouché beaucoup d'absurdité, mais pour autant, aujourd'hui, cette égalité homme-femme, pour moi, est très importante, parce qu'en tant que policier, nous travaillons effectivement avec beaucoup de femmes qui sont peut-être aussi même plus compétents que certains hommes, et je suis pour cette égalité, et qu'effectivement, aujourd'hui, remettons les femmes à leur place où elles doivent être, c'est-à-dire au niveau à peu près de l'homme sur certains points. Comme disait, à peu près. Mais tu vois, d'ailleurs, il dit homme-femme, ils sont même pas non, mais parce que... Pourquoi à peu près? Non, mais quand je dis à peu près... on les remet là où elles doivent être, comme disait le président Mao. Ouais. Pour une fois, il a dit une chose très bien, c'est l'autre moitié du ciel, n'est-ce pas? La moitié de l'humanité sont des femmes. L'homme est indissociable de la femme, déjà. Oui, non, mais écoutez, ce cinéma-là, moi, je vous adore. Si je peux juste dire quelque chose, de toute façon, le droit des femmes n'avancera pas si les hommes ne sont pas aussi partie prenante dans cette avancée du droit des femmes. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'allie au lieu de se cliver. Très important de le dire. Regardez ce qui se passe chez les Iraniens, c'est la révolution iranienne est exceptionnelle. Ce sont les hommes qui sont féministes en majorité. Les hommes, la jeunesse entraînent et aident les jeunes femmes. Et je pense qu'il faut continuer à dénoncer cela, parce que c'est vrai que c'est inacceptable ce qui leur arrive là-bas. C'est vrai. Allez, merci pour le coup de gueule. Je suis content de mon coup de gueule, tiens. Oui, j'ai bien aimé, vous trois d'ailleurs, ce que vous avez dit, j'ai tout aimé. Voilà. Allez, vous avez la parole, Félix Mathieu. Vous avez la parole, car Emmanuel Macron a passé la journée au col du Tourmalet avec son homologue chinois. Avec une vue un peu obstruée pour la carte postale, vu la neige qui tombe en abondance, Emmanuel Macron et Xi Jinping ont été accueillis par des danses traditionnelles pyrénéennes. Ils ont pu déguster du jambon local dans un restaurant d'altitude. Alors la séquence se voulait plus chaleureuse, plus personnelle qu'hier à Paris, dans ces Hautes-Pyrénées chères au président Macron. En contrebas des touristes, certains Chinois attendaient pour voir passer la grosse limousine de Xi Jinping. Bonsoir Roger Mounard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, propriétaire du camping Yellow Village, les Trois-Vallées à Argelès-Gazos. Vous pensez que c'est une bonne publicité pour les Pyrénées, cette séquence avec le président chinois? Ah oui, tout à fait. Pour une fois, on a la chance de pouvoir mettre à l'honneur nos Pyrénées. C'est un des plus beaux sites, je veux dire, ça fait partie des grands sites, je dirais, mondiaux. C'est très très beau. Pour nous, ça serait une occasion extraordinaire de pouvoir en faire la promotion pour pouvoir vivre du tourisme, parce qu'aujourd'hui, dans nos Pyrénées, on n'a pas beaucoup d'industrie, beaucoup de choses. Si ça pouvait apporter une plus-value, bon, alors peut-être qu'il faudra apprendre les Chinois, mais vous savez, on s'est mis à l'Internet, on va arriver à accueillir les Chinois aussi.
Voilà. Je salue Roger Mounard, hein, parce que vous avez un salut de ma mère, Marie-Jo, bien sûr. C'est toute la famille, bien sûr. Bien sûr. Et moi, je salue Bernard Bourtoul, avec qui j'ai monté le Tourmalet à vélo, en même temps. Je vous rappelle que Roger Mounard, je rappelle que la famille Mounard a fait un truc extraordinaire, puisqu'on fait de la promo et que les Chinois peuvent aller voir. C'est le parc animalier des Pyrénées. Juste en face, qui est exceptionnel. Non, mais plus sérieusement, vous pensez vraiment que c'est une plus-value? Parce que déjà, oui. Non, mais je pose la question à Roger Mounard. Donc, je pose la question, Non, je pose la question. C'est une plus-value, vraiment, cette visite de 15 minutes, en fait, dans notre Tourmalet complètement enneigé, sérieux. Mais ça met en lumière sa région. Oui, mais je pense que les 15 minutes, elles vont être rectifiées pour être montrées à Chine. Peut-être qu'on va montrer les vraies images du Pays du Midi. C'est quand même extraordinaire. Vous savez ce que vous avez fait ici. C'est important de nous faire connaître et reconnaître, quand même. Bien sûr. J'accueille ça de tout cœur. Bon, moi aussi, d'ailleurs. On va parler. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous, une chance de... Allez, vous avez été prévenu il y a longtemps de cette visite? Comment? Vous avez été prévenu il y a longtemps de cette visite? Oui, on a prévenu il y a une dizaine de jours. Bon, mais après tout ça fait à peu près un mois qu'on sait que... Oui, la dépêche de midi a fait un super papier là-dessus. Allez, merci beaucoup Roger Mounard. Je rappelle que vous êtes propriétaire du camping Yellow Village, les Trois-Vallées à Argelès-Gazost. Alors, chers auditeurs, vous restez avec nous évidemment. Si vous voulez réagir, c'est le 0826 300 300. Ça va être le coup de projecteur des vraies voix dans un instant. Hein. On vous rappelle la question qu'on vous pose sur Twitter, reconstruction de la gauche. Est-ce possible sans la France insoumise? Ce à quoi vous réagissez non. Pour l'instant, à 54%. Les sondages sont serrés aujourd'hui, Frédéric. Hein. Oui, c'est passionnant. Dans un instant, le tour de table, à tout de suite. Sud Radio, Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et on vous rappelle les vraies voix du jour. Nous sommes avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Abdoulaye Kanté qui vont faire leur tour de table. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Alors, Philippe Bilger, avant le festival de Cannes, des sueurs froides au sujet de MeToo. Oui, parce que on annonce que lors de l'ouverture du festival de Cannes, il y a des risques de mise en cause très sérieuse de réalisateurs, de producteurs et de techniciens du cinéma qui ne sont pas encore connus, mais dont on craint qu'ils soient nommés. Et on a un antagonisme clair. Certains parlent d'une certaine manière de macartisme, des risques de stigmatisation, et d'autres disent au contraire, l'état de droit, c'est très bien, il faut mettre en cause ces gens qui longtemps ont été protégés. Et donc, je crois que l'ouverture du Festival de Cannes va être intéressante à un double titre. D'abord parce que ce festival qui parfois promeut de bons films sera ouvert, et d'autre part parce qu'on verra les conséquences peut-être ravageuses de l'affaire MeToo. Réaction. Est-ce que c'est pas une histoire de juste milieu tout cela finalement, Françoise Degois? J'en sais rien, mais il n'y a pas de juste milieu quand on casse comme ça le plafond de verre. Moi, je sais très bien qu'il y a beaucoup d'adversaires de MeToo en disant oui, c'est trop. Moi, je pense que MeToo, quels que soient les excès qu'il peut y avoir parfois, MeToo c'est nécessaire. Je pense que ça a véritablement libéré la parole. Après, je vois les noms qui traînent, qui circulent. On ne sait même pas d'ailleurs d'où ça circule. On ne sait même pas d'où vient cette liste. On ne sait pas. Je sais qu'il y a une liste de 10 noms d'acteurs. Le Canard enchaîné avait donné rendez-vous hier soir à 21h sur son site pour la publication de cette liste. Finalement, elle n'a pas eu lieu. Je ne sais pas du tout d'où ça sort. Mais en réalité, MeToo a véritablement libéré la parole des femmes. Je sais très bien, je m'engueule régulièrement avec Elisabeth sur cette question. Et ben moi, je dis que... Non, mais... Elle était là hier, oui, ça va. Je sais bien. Je la vois demain matin. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'effectivement, MeToo, comme dit François, c'est que ça a permis de libérer la parole, mais pour autant, je pense que aussi il faut faire très attention aussi aux rumeurs qui sont lancées sans effectivement de
factuel. C'est qu'on peut lancer des noms et c'est ça un problème. C'est que quand on lance une liste comme ça, c'est que derrière, souvent c'est toujours ça. C'est un peu comme en droit pénal, c'est qu'on va viser très haut et au final, ça va s'épaissir pour être, on va dire, au minimum. Donc aujourd'hui, je pense que là où, si je dois parler plutôt côté judiciaire, c'est qu'effectivement, est-ce que derrière cette liste, il y a eu des plaintes qui ont été déposées? Est-ce qu'il y a des investigations qui ont été menées pour essayer d'amener que, effectivement, ces personnes-là sont mises en cause factuellement, judiciairement, par rapport à ce qu'on leur reproche? Parce que c'est très facile, c'est qu'aujourd'hui, c'est que quand on lance une liste comme ça, effectivement, je pense qu'il est nécessaire, surtout dans ces milieux-là, où effectivement, en plus avec l'arrivée du Festival de Cannes, etc., où on sait très bien qu'il y a beaucoup de dérives, il y a des gens qui ne veulent pas forcément parler parce qu'ils craignent pour leur carrière. Donc, il faut, je pense aussi derrière, aider aussi la justice pour justement permettre des investigations et que justement que ces personnes-là puissent se sentir protégées. Mais Abdoulaye, je vous le demande, les copains, parce que peut-être moi je l'ai pas vu, mais est-ce que cette liste finalement a été diffusée sur les réseaux sociaux? Alors, et le problème, c'est que moi, elle est censée être divulguée à la montée des marches. Voilà ce qu'on sait. Après, on ne sait pas d'où ça vient. J'ai du mal avec ça, moi, en fait. C'est ce qu'on appelle un effet d'annonce. Parce que pour le coup, je suis pas d'accord. Passons au tour de table. Passons au tour de table de Françoise Debois. Alors Françoise, vous allez nous parler du procès de 14 groupes agrochimiques qui s'ouvre ce mardi à Paris. Ouais, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur parce que c'est une Vietnamienne de 82 ans, Madame Trang Lon Da, je pense que je ne la prononce pas bien, qui est effectivement victime de ce qu'on appelle l'agent orange. Vous savez, cet agent orange, c'est cet herbicide dans lequel on trouve d'ailleurs de la dioxine et du glyphosate qui a été épandu en masse sur le Vietnam pour évidemment déloger les combattants qui se cachaient dans la forêt, dans les hautes herbes, etc. Il y a des milliers de victimes au Vietnam de l'agent orange sur 4 générations, avec des cancers, avec des diabètes, avec des malformations. Cette dame traîne en justice les groupes Monsanto, Bayer, évidemment producteurs qui ont rapporté, qui ont répondu aux appels d'offres de l'armée américaine. Je suis très touché parce que au-delà des dommages à intérêts, je ne suis même pas sûr que ce soit ça qui soit recherché, c'est la reconnaissance de la souffrance des victimes dans l'inhumanité. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai beaucoup suivi, puisque vous savez que j'adore le Japon, que j'y vais souvent. C'est les victimes d'Hiroshima et Nagasaki après 40 ans de procédus qui se sont vus reconnaître le droit d'être appelés des ibakusha, c'est-à-dire des irradiés par la pluie noire. Par la pluie noire. Et il y a eu 40 ans de procédures pour qu'on reconnaisse leur souffrance en tant qu'être humain de ce qu'a été l'horreur absolue du seul et unique et touchant du bois bombardement. Voilà. Donc je voulais parler de cet agent orange parce que je trouve que nous sommes irresponsables. On peut faire des leçons de morale à la Chine. L'Occident s'est comporté souvent d'une façon absolument barbare. Je le dis véritablement, que ce soit Nagasaki, Hiroshima, Vietnam, agent orange. Et je trouve ça très fort qu'il y ait des procès. Voilà. On parle d'inhumanité finalement, Abdoulaye Kanté. C'est quelque chose effectivement qui nous touche. C'est là que ça nous remet en question, on va dire, par rapport à notre humanité, le côté sombre de l'être humain. C'est que quand on voit juste un seul instant, une fraction de seconde, vous avez des centaines de milliers de vies qui se sont 200 000 partis en fumée, Hiroshima, Nagasaki. D'un coup, et que certains survivants, malheureusement, on va dire de manière aussi héréditaire, on va dire, prennent cet héritage macabre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est nécessaire, je pense, effectivement, qu'ils puissent une reconnaissance, n'empêche pour justement l'âme de ces familles, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a... Oui. Et puis le trauma se transmet de génération en génération. D'où l'hérédité de cette... L'hérédité, vous avez raison Abdoulaye, c'est-à-dire physique et l'hérédité psychologique. Et ça a duré 10 ans, l'utilisation de ce produit. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ça a détruit des forêts. Il y aurait presque même, et pourquoi il est important ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, c'est qu'il y a presque la possibilité que soit reconnu le crime d'écocide. C'est-à-dire écocide de la nature. Non, mais c'est vachement important. De la nature, parce que c'est tout ce qui est et des êtres humains. Mais bon, c'est plus les États-Unis ou alors ces entreprises, Philippe Bilger? C'est difficile ce que je vous demande. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est évident que ça a du sens, même si longtemps après, c'est dramatique. Vous trouvez ça fort? Moi, c'est intéressant d'avoir votre point de vue d'avocat général. Moi, je trouve ça très puissant pour la reconnaissance. Bien sûr, et surtout des vies détruites et qui se battent pour voir reconnaître leurs droits. Leur souffrance, avant tout. Abdoulaye Kanté, vous, c'est un sujet un petit peu plus gai. On en parlera dans un instant, juste on tease. Hein. Voilà, allez-y, dites-nous quand même de quoi vous allez parler. De ce que j'ai parlé? Déjà de la ville, de la plus belle ville de France, Marseille. Ah,
bah oui, effectivement, ça change tout. Non, mais un peu la flamme, c'est ça, vous allez nous parler de la flamme. De la flamme, effectivement, l'arrivée de la flamme qui est un événement. Pas de votre flamme, hein. Qui est attendu demain. Donc, effectivement, on en parle dans un instant. Allez, on en reparle tout de suite, vous restez avec nous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Vous voyez, on est à l'antenne et qui est-ce qu'on écoute? Et ça continue. C'est voilà la conversation qu'il y avait. Je discutais avec mes deux copains. Mais c'est bien que les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent appartiennent aussi un petit peu. Voilà. J'ai assisté, j'ai eu la chance une fois d'assister à ce cérémonial tous les 6 août chaque année à Hiroshima sur la rivière. Vous avez des petits pliages japonais, vous avez des lanternes et elles sont lancées sur la rivière en hommage des victimes. Bon, allez, c'est la suite du tour de l'actu des vraies voix avec vous, Abdoulaye Kanté. Vous allez nous parler de l'arrivée de la flamme à Marseille et de son dispositif de sécurité. Oui, parce que effectivement, dès demain, en fait, toute la planète, les yeux de la planète seront rivés sur le Vieux-Port, donc la ville de Marseille. Pourquoi? Allez, oui, ça ce sera jeudi. J'espère que ce sera. Ça c'est jeudi soir. Une issue vraiment une bonne issue. Non, mais juste simplement que le Belém arrive demain avec la flamme, donc évidemment le symbole de l'Olympisme. Et effectivement, donc cette arrivée doit se faire effectivement de manière sécuritaire. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'elle sera vraiment très très bien protégé. Je vous explique pourquoi. Parce que le dispositif qui a été mis en place pour cette arrivée, donc il y aura 6000 policiers et gendarmes qui vont assurer l'arrivée de cette flamme. Comment ça se passe? Excuse-moi Abdoulaye, parce que vous êtes très au fait. Ça se passe, il se gare sur le Vieux-Port, non? Comment ça marche? Il s'arrime, donc il va s'arrimer, donc effectivement... Dans le Vieux-Port. Dans le Vieux-Port. Ceci est une interview de Françoise Degois. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura plusieurs rideaux. Donc le premier rideau qui sera vraiment proche de celui qui y aura la flamme, ce seront composés de 18 coureurs, des coureurs, policiers et gendarmes qui se seront entraînés plusieurs mois auparavant pour effectivement parer à toute éventualité. Donc ils s'entraînent depuis. Ils s'entraînent depuis parce qu'effectivement on peut aussi avoir peur dans le sens où il y aura peut-être quelqu'un qui va arriver pour essayer de l'éteindre ou bien pour essayer de choper la flamme et la jeter dans le port. Donc il y a cela aussi et à côté de ça, il y aura une bulle de sécurité donc en cas d'incident. Ce qui va ouvrir, c'est qu'il y aura une voiture devant qui va servir ce qu'on appelle d'ouvreuse pour essayer de dégager le passage pour éviter que quelqu'un rentre dans le dispositif de sécurité. À part ça, il y aura aussi 12 motards qui vont entourer en second rideau la flamme, le passage de la flamme. Et aussi, il y aura ce qu'on appelle un véhicule anti-drone que vous ne verrez pas. Et aussi des personnels du GIGN. Et ça, faut pas tout nous dire d'ailleurs, parce que c'est secret défense un peu. Effectivement, ce sera secret défense, on va dire. À mon avis, il y a des trucs qu'on sait pas. Parce que si ça se trouve, en ce moment, il y a quelqu'un qui écoute Sud Radio et qui a prévu de faire l'idiot. Là, c'est juste pour expliquer le dispositif dans le sens où effectivement, mais évidemment, il y a des choses que je peux pas vous dire. Mais voilà, en gros, c'est que il y aura une bulle de sécurité qui sera autour de cette flamme. Et je pense aussi que l'image quand même restera belle parce que ce qu'on va retenir, c'est l'arrivée du Belém dans le Vieux-Port et effectivement ce porteur de la flamme qui va pouvoir... C'est Florent Manodou, le premier porteur. C'est ça. Et après, ça va se relier sur différentes personnalités marseillaises. C'est super fort, hein, vraiment. Il y a Éric Dimeco, je crois, qui relaie la flamme. Didier Drogba aussi. Il y a Didier Drogba. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Éric Dimeco, ancien grand arrière latéral de l'OM et de l'équipe de France. La Ligue des Champions. Philippe Bilger, quand on y pense que quelqu'un pourrait se saisir de la flamme et la jeter dans la mer, c'est quand même incroyable. Il y a 1000 manières de démontrer sa flamme, mais là, en l'occurrence, ce que nous a décrit Abdoulaye, c'est assez impressionnant comme dispositif. Enfin, je veux dire que c'est pas nouveau, et Abdoulaye le sait, vous en avez le souvenir. Pour les Jeux Olympiques de Pékin, je me souviens que la flamme, elle a risqué plusieurs fois d'être éteinte avant d'arriver au stade olympique de Pékin. Ces mouvements qui sont justement, parce qu'il y a une veille aussi justement d'alerte, parce qu'il y a effectivement certaines revendications qui veulent et faire on va dire du bruit juste pour l'image. C'est vrai qu'on peut être tenté par une sorte de réflexe de l'éteindre. Non, mais bien sûr. Mais moi, honnêtement, je serais une militante. Je serais militante d'une cause. Bon, j'avoue que ça peut être, ça peut donner envie, oui, effectivement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? À chaque passage de flamme de chaque Olympiade, on a toujours eu des personnes qui avaient voulu tenter. En 2008, donc avant de partir, moi je l'ai commenté avec Canal+, et donc au moment où la flamme passe devant Canal+, les forces de l'ordre sont intervenues parce que les militants pro-Tibet, par exemple. Bien sûr, moi j'étais en reportage à l'Assemblée nationale, tout le monde essayait d'éteindre
Tout le monde essayait d'éteindre la pauvre flamme devant les bus de sportifs japonais qui étaient absolument écœurés de l'accueil. Non, mais ils étaient écœurés de l'accueil. C'est pour ça que, néanmoins, je voulais quand même rendre hommage aussi à ces 6000 collègues qui seront présents et qui vont faire en sorte d'assurer la sécurité. C'est le début pour vous, là, parce que vous y êtes jusqu'à fin septembre, quoi. Exactement, c'est ça, on n'a pas de vacances, donc du coup. Et avec des primes versées, j'espère. Vous non plus, vous n'avez pas de vacances? Ah non, pas de vacances, non, pas de vacances, donc je serai là-bas et donc on va faire ça. Des primes en conséquence. Ah ben effectivement, les primes, ça c'est autre chose, mais bon, en tout cas, a priori, tout a été signé, donc c'est bon. En revanche, si on veut vous épouser, Abdoulaye Kanté, on vise novembre, parce qu'après, vous avez le temps pour faire un long voyage de noces. C'est un peu compliqué, là, donc le wedding planner doit voir ça après. Non, mais il est déjà marié, je rappelle. Allez, merci les vrais voix. Vous restez avec nous, surtout dans un instant, on va parler du premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui a affirmé ce matin, au micro de Jean-Jacques Bourdin, chez nous, sur Sud Radio, que Jean-Luc Mélenchon fait tout pour rendre impossible une alliance à gauche. Restez avec nous, à tout de suite. Nous vous posons la question, la reconstruction de la gauche est-elle possible sans LFI? Sur le compte X de Sud Radio et au 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie. Des vraies voix, c'est maintenant, il est 18h39. Pas un acte ne doit rester impuni, pas un antisémite ne doit avoir l'âme tranquille. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Gabriel Attal lors de son discours au 38e dîner du CRIF hier soir, en promettant de faire preuve d'une fermeté exemplaire à chaque acte. Monsieur Attal a également dénoncé le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, dont les propos présentent le Hamas comme une organisation résistante et du même fait non terroriste, et ces propos lui font honte, tout simplement. Olivier Faure, le chef du PS, a quant à lui souligné l'antisémitisme de monsieur Mélenchon, ce dernier faisant tout pour rendre impossible une alliance, selon ses propres mots ce matin sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. Ce qui nous amène à la question du jour que nous vous posons sur Twitter. La reconstruction de la gauche est-elle possible sans LFI? Écoutons tout de suite l'extrait Olivier Faure ce matin sur Sud Radio. Jean-Luc Mélenchon qui malheureusement se complaît dans une forme de conflictualité permanente qui nuit à la gauche parce qu'elle lui impose un plafond de verre qui descend chaque jour plus bas. À chaque étape, Jean-Luc Mélenchon n'a pas cherché à trouver ce qu'était la parole commune, mais a cherché à emmener la gauche sur des positions les plus radicales. Eh bien, la réponse pour nous, c'est non. Je vois que la pente qu'ils ont suivie est une pente qui cherche à creuser à chaque étape les écarts entre les uns et les autres. Et donc, nous ne pouvons pas accepter de travailler avec des gens qui cherchent à creuser l'écart. Là, au contraire, il fallait chercher les points communs. Parlons vrai, les auditeurs de Sud Radio. Vous réagissez au 0826 300 300 et sur le compte X de Sud Radio. Parlons vrai, la gauche française qui a vu son électorat s'effilocher depuis la fin du quinquennat de François Hollande. Alors, est-ce inéluctable pour vous? Et oui, Olivier Faure annonce une coalition post-européenne sans LFI de Jean-Luc Mélenchon. Dans ces conditions, la gauche peut-elle renaître de ses cendres et accéder de nouveau au pouvoir? Nous avons un expert. Oui, Luc Rouban, qui est directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour. Bonsoir, oui. Bonsoir, bienvenue. C'est vrai, 18h41, c'est le soir. Bon, le principe, cher Luc Rouban, vous écoutez nos trois vraies voix, ont un petit commentaire et vous devisez par la suite Philippe Bilger. Alors, c'est une question pertinente, mais qui imposerait peut-être d'avoir plus de temps. Mais au fond, à la fois, j'ai envie de dire... Pardon, j'ai envie de dire bien sûr que ce serait bien d'avoir une gauche sans Jean-Luc Mélenchon, mais à peine et je dis cela que je comprends que sans lui et sans ce qu'il représente, il y a non seulement du talent qui disparaît, mais une forme de structuration qui risque de s'effacer. Alors, j'allais dire au fond une synthèse que je crois moi-même inconcevable en réalité, ça aurait été d'avoir une gauche qui aurait réussi à persuader Jean-Luc Mélenchon et ceux de ses soutiens qui lui demeurent fidèles, il y en a de brillants dans le lot, que en réalité, il doit lui-même changer de stratégie pour que la gauche qu'il apprécie demeure et que LFI ne disparaisse pas dans les limbes de la vie politique. Mais tout cela, j'ai conscience que c'est assez naïf de ma part. Je trouverais dommage que Jean-Luc Mélenchon, aussi délirant qu'il soit par moments, privât la vie politique de la gauche et de l'extrême gauche de ce qu'il est.
Grosso modo, Françoise Degois, sans Jean-Luc Mélenchon, peu de visibilité, c'est ça, non? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une vraie question que vous posez, parce que c'est en gros, est-ce que la gauche peut exister sans LFI? La réponse, évidemment, est oui. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a brisé tout seul son propre destin le 7 octobre. Il avait qu'une seule chose à faire après la présidentielle, c'était d'élargir encore plus pour essayer d'attraper ces 400 000 voix qui lui manquaient pour la prochaine fois. Il a choisi absolument l'inverse, l'insulte, et puis après la stratégie électorale. Donc il s'est détruit tout seul. Moi, je crois qu'il y a beaucoup, et quand vous regardez ce qui est en train de se passer, il y a énormément de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, plutôt sociodémocrates, rose vif, genre moi, qui aimaient le social et qui ne voteront plus jamais pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a 30 ou 40% des électeurs du premier tour de Jean-Luc Mélenchon qui ne seront plus jamais là. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut sur le talent. Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon a un talent infini, mais ce qui se passe depuis le 7 octobre le disqualifie. Et je pense que Olivier Faure a raison. Je pense que d'autres personnalités vont émerger. Je pense à Ruffin, Glucksmann probablement dans ces élections, mais lui n'a pas d'ambition présidentielle. Donc oui, je crois que c'est pas le problème de LFI, c'est la figure de Mélenchon qui tout seul s'est transformé tout seul comme un des diables de la République. Abdoulaye Kanté. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est carrément dans le titre de le fait que cette gauche est irréconciliable? C'est la réalité, parce que effectivement, quand on voit Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement est un très bon orateur, quelqu'un de très intelligent, qui malheureusement, j'ai envie de dire, mais il a perdu en fait en sens républicain par rapport à ses postures, notamment sur la police, donc sur d'autres avec ses diatribes, et aussi pour moi, je pense que ça a posé problème. Et effectivement, quelqu'un qui est de très intelligent au niveau oratoire et qui a peut-être aussi une vision, je pense peut-être pour la France, qui peut-être entendable aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on est dans cette gauche qui a perdu en cet individu, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de trouver cette gauche qui était cette gauche sociale, cette gauche qui parlait à ces quartiers populaires, cette gauche qui parlait justement à ces personnes qui étaient dans cette galère, etc. Donc c'est ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ces personnes-là, qui étaient les fervents défenseurs de cette gauche, sont trahis aujourd'hui, et c'est la réalité. C'est vrai. Oui. Alors Luc Rouban, justement, une question pour vous, parce qu'il y a Olivier Faure qui dit quand même que lui ne croit pas que les électeurs et électrices de gauche soient irréconciliables. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a deux problèmes, si vous voulez. D'une part, il y a toujours eu plusieurs gauches. Il n'y a jamais eu une seule gauche unie. En fait, au-delà de la question des personnes ou de Jean-Luc Mélenchon en tant que tel, vous avez un problème de cohérence idéologique, parce que vraiment, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, mais LFI dans son ensemble, ont poussé vers la radicalisation à gauche, vers, je dirais, un caractère quasiment insurrectionnel de la gauche contre la Ve République. Ils ont un peu surfé quand même beaucoup sur le mouvement des Gilets jaunes, même si ce mouvement n'était pas de gauche. Donc voilà, vous avez un arrière-fond de mécontentement et de crise démocratique qui leur sert énormément. Mais si vous voulez, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les rapports de force ont évolué. Parce que pendant très longtemps, Jean-Luc Mélenchon était en position de force grâce à ses résultats qui étaient quand même assez impressionnants au premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Et maintenant, avec les élections européennes, vous voyez arriver Raphaël Glucksmann, qui est très proche maintenant de la liste de Valérie Hayer. On met à peu près à 14%, 15%, Valérie Hayer 16-17%. Donc si vous voulez, là, il y a un retournement de situation, parce que ce qui a changé derrière, c'est la fin du macronisme qui se profile, donc la décomposition de l'électorat macroniste, et donc une récupération par la gauche social-démocrate des anciens électeurs d'Emmanuel Macron. Bon, Luc Rouban, les vraies voix vont réagir parce qu'ils ont plein de questions. Ça réagit aussi au 0826 300 300. On file à Mont-de-Marsan. Ludovic est avec nous. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Frédéric, bonsoir Judith et bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Une réaction, vous y croyez à la reconstruction de la gauche sans LFI? C'est souhaitable? Votre avis? Je pense que déjà je n'ai jamais cru à une union des gauches, comme je ne crois pas à une union des droites. Pour moi, je crois surtout à une union des Français, et la gauche aurait tout à y gagner si elle arrêtait, la gauche dans son ensemble, si elle arrêtait d'agir de façon clientéliste, en parlant aussi de façon wokiste, idéologique, ce que vous voulez. Et elle doit retrouver avant tout un esprit de jaurétien, je sais pas si on peut dire comme ça, issu de Jean Jaurès,
Jaurès, voilà, pour parler aux Français. Là, en effet, Guzman, pour les Européennes, même s'il y aura beaucoup d'abstention, récupère en effet une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, auquel en effet une partie de la gauche ne croit plus, et également une partie qui s'était retournée vers la LFI, qui en effet est devenue un parti anti-républicain. Bon, merci pour votre réaction, Ludovic de Mont-de-Marsan. Oui, Françoise Degois. Judith et Frédéric, oui, parce que c'est intéressant ce qu'il dit Ludovic, il dit revenir à Jean Jaurès. Moi, je pense que je suis hyper mitterrandienne, parce que c'est le maître à jouer, et c'est le maître à penser aussi. Mitterrand, il avait cette phrase très simple, il disait « La gauche ne peut pas gagner sans les ouvriers ». Voilà, ça c'est la réalité. Qu'est-ce que c'est le socialisme? C'est le mouvement social pour la justice sociale avant tout. Mélenchon, bien sûr, le Front National, le Rassemblement. Mélenchon, il a réussi à incarner ça. Vous savez, je le connais depuis 25 ans, Jean-Luc Mélenchon. Quand il peut gagner, Jean-Luc Mélenchon, il rassemble. C'est Jean-Luc Mélenchon 2017 et 2022, parce que notre ami oublie qu'en 2017, il fait un score énorme aussi au premier tour. Mais quand Jean-Luc Mélenchon perd, il a toujours la même attitude quand il sait qu'il peut pas gagner. Il clive et il conflictualise. Donc, ça n'est pas un problème d'avoir Mélenchon ramené à son score du front de gauche entre 7 et 8%. La gauche a déjà gagné avec ça. Confère 2012, évidemment, François Hollande. Est-ce que Philippe Bilger, réaction aussi, Luc Rouban, à partir de Emmanuel Macron, voulait le dépassement de la gauche et de la droite. Bon, maintenant, on constate que, évidemment, il a totalement échoué. Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon sortait du jeu, est-ce que on retrouverait un paysage à gauche un peu classique, avec une social-démocratie telle qu'on l'appréciait, même quand on n'était pas naturellement familier avec elle sur le plan civique? Luc Roubaud, le directeur de recherche CNRF au CEVIPOF. Oui, certainement, parce que si vous voulez, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on voit, si vous voulez, les patrons dans une élection sont pas les partis politiques, sont pas les leaders, ce sont les électeurs. Bon. Or, qu'est-ce qui se passe globalement depuis un certain nombre de mois et d'années? C'est la montée des dangers nouveaux, avec la guerre en Ukraine, avec les transformations climatiques, etc. Donc, vous avez une attente générale dans l'opinion en France, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, pour des partis de gouvernement, c'est-à-dire des gens responsables, sérieux, qui sachent prendre à bras le corps des problèmes et trouver des solutions, je dirais, de compromis. Voilà. Donc, si vous voulez, l'avenir, c'est pas la radicalité. D'ailleurs, le RN l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il s'est recentré. C'est pour ça qu'il marque énormément de points aujourd'hui. C'est parce qu'il est sorti de la radicalité qui marquait son ancêtre, le Front National. Voilà. Et à gauche, c'est la même chose. Si vous voulez, on sait très bien que les postures, etc., c'est bien gentil. Les numéros à l'Assemblée nationale, c'est très intéressant, mais ça débouche sur rien. Et dans le fond, les électeurs qui décident, parce que c'est eux qui décident, eh bien, voient bien que dans le fond, ils attendent en quelque sorte une nouvelle alliance, je dirais, socialiste, écologique, mais pro-européenne, je dirais relativement libérale, c'est-à-dire acceptant l'entreprise privée, qui permettent quand même à l'économie française de tourner et de faire face aux défis actuels, une fois que le macronisme aura disparu. C'est quelqu'un qui rassemble, on va dire, et c'est ce qui est problématique aujourd'hui dans cette gauche où, effectivement, vous l'avez dit, c'est qu'il y a la radicalité et trop de radicalité divise. Et c'est vrai que cette gauche, on va dire, de celle de Glucksmann ou même celle de Ruffin qui, comme a dit Françoise, je pense, se détache un petit peu. Mais c'est vrai que je pense que tous ceux qui incarnent, on va dire, Jean-Luc Mélenchon et même ceux qui incarnent aussi son idéologie, je pense qu'ils font plus de mal à cette gauche qui a envie de se démarquer de cette radicalité et qui, pour moi, encore, je pense qu'il existe, mais malheureusement, elle est masquée, encore une fois, par le poids de ce ténor qui essaie d'essayer d'appuyer. Et comme l'a dit François, c'est évidemment quand vous perdez, vous essayez de choquer. Et malheureusement, ça marche pas. Alors justement, Olivier Faure, il dénonce aussi le fait que la gauche ne peut pas reprendre les armes de l'extrême droite pour se faire entendre, en parlant de Jean-Luc Mélenchon et de son rapport à l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça vous évoque, Philippe Bilger ? Je crois, je ne pense pas que profondément Jean-Luc Mélenchon soit antisémite. Je veux dire, le Jean-Luc Mélenchon, je ne le connaissais pas comme Françoise, bien sûr, qu'on a connu durant des années, qu'on a suivi, n'avait rigoureusement rien à voir avec celui qui s'est dégagé depuis quelque temps pour des raisons purement électoralistes, au point de pactiser avec le diable. Donc, est-ce qu'il parviendra à se décoller cette image si on veut le maintenir au sein d'une gauche de gouvernement? Je ne sais pas. Vous dites pas antisémite, est-ce qu'on peut dire antisioniste alors ?
Françoise de Gaulle, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je veux pas sonder les corps et les reins. C'est des accusations tellement graves, d'ailleurs, que Olivier Faure n'a pas porté. Olivier Faure n'a jamais dit quand Jean-Luc Mélenchon était antisémite. Hein, ça, je tiens quand même à le dire. C'est des accusations très profondément graves. Je pense, moi, et peut-être que c'est à Judith que je disais ça, ou à, je sais plus. En tout cas, je pense que, au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est la lecture trotskiste de Jean-Luc Mélenchon. Au-delà de antisémite, antisioniste, Jean-Luc Mélenchon, c'est un trotskiste pur. Et quand, dans les moments de crise, il y revient. C'est-à-dire, le trotskisme, c'est quoi? C'est de dire que tout foyer de conflit qui se combat les États-Unis ou les alliés des États-Unis est un foyer qu'on soutient. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Sur la question palestinienne, c'est le cas. Ça a été aussi le cas sur l'Amérique latine. Au-delà, c'est pour ça que je le dis, je pense qu'il sera d'accord avec nous, notre chercheur, ce qui qualifie en ce moment Jean-Luc Mélenchon, c'est l'horreur de l'ambiguïté et de l'antisionisme pur, et notamment plus ses députés d'ailleurs que lui, comme David Guiraud, mais c'est surtout la vision trotskiste qui est totalement obsolète, et la gauche sait que cette vision-là, elle permet d'être l'homme le plus riche du cimetière, donc du cimetière. Bon, alors revenons à vous, notre expert du soir. Est-ce que vous êtes d'accord sur le trotskisme, notre expert? Voilà, alors attendez, je vais la faire quand même juste, Françoise, mais peut-être en rajoutant que Olivier Faure a précisé que Jean-Luc Mélenchon avait attaqué Jérôme Guedj sur son positionnement sur le conflit israélo-palestinien. Voilà, et le ramenant à sa confession juive. Alors... Difficilement défendable, ça. Oui, non, mais... Enfin, si je peux m'exprimer, oui. Non, moi je pense que de toute façon, le vrai problème aujourd'hui, c'est que globalement, bon, les Français sont pas très généralement, on le voit bien dans les enquêtes, ils sont pas antisémites. Hein, ils sont très choqués par tout ce qui se passe en Palestine, le 7 octobre, ce qui se passe aussi dans la bande de Gaza. Donc je pense que il y a une forme je dirais, de compassion assez générale. Bon, mais je pense que vraiment, et là c'est quand même très important pour la vie politique française, si on ramène ces enjeux à la vie politique française, on est en fait il y a une attente de dépassement des petites phrases, parce que les petites phrases ça n'intéresse personne. Finalement, les règlements de compte entre Monsieur Mélenchon, Monsieur Guedj, etc. Bon, en fait, ça ne joue absolument pas sur la vie quotidienne des Français. Hein. C'était un peu le grand défaut aussi de Jean-Marie Le Pen avec ses petites phrases antisémites. Bon, et on voit très bien où ça l'a mené. Bon. Ou les petites phrases d'Emmanuel Macron, et on voit très bien aussi... Oui, mais Jean-Marie Le Pen, il est à la base reconnu comme un négationniste, si c'est pas antisémite. Hein. Voilà. Oui, enfin bon, globalement, on peut considérer qu'il avait des interventions antisémites, etc. Oui. Mais tous ces, si vous voulez, tous ces éléments, je dirais, de conflit, de clivage, qui sont pas forcément des clivages partagés en France d'ailleurs, parce qu'il faut pas, voilà, ça communautarise, ça crée des clivages artificiels qui n'existent pas, et on voit bien dans les enquêtes. Parce que dans le fond, vous savez, vous n'êtes pas dans un univers en France de communautés en guerre les unes avec les autres. Hein, faut pas non plus caricaturer. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est, je pense, complètement décalé par rapport aux attentes réelles des Français, qui eux attendent autre chose, si vous voulez, de la vie politique. Alors, faut faire attention, parce qu'à ce petit jeu-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de l'abstention, vous créez de l'abstention. Les gens vous disent, moi, j'ai pas confiance, ou de toute façon, ils parlent pas de nos problèmes. Et il faudrait pas non plus que, dans le fond, la gauche tombe aussi dans ce piège qui consiste, dans le fond, à développer un discours de professionnels de la politique qui ne parle plus aux Français. Bon, donc le problème, il est là. Hein. Donc après, la situation, donc évidemment, elle est un petit peu plus complexe parce que vous avez les élections européennes, et Mélenchon a eu le tort de dire que c'était le premier tour de l'élection présidentielle. Or, actuellement, la liste Aubry, elle est qualifiée, elle est qualifiée, mais enfin à 7%, hein, 6-7%. Donc là, ça risque quand même de faire extrêmement mal, et je pense que c'est sur ces questions-là que la gauche devrait se concentrer. Allez, chers auditeurs, vous réagissez, vous nous appelez au 0826 300 300 et vous votez sur Twitter. Nous vous posons la question suivante. Olivier Faure a été reçu chez Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio et on se pose cette question. Reconstruction de la gauche, est-ce possible sans LFI? Vous nous répondez non à 54% et oui à 46%, donc on est quand même assez serré. Ouais, c'est serré ce soir. C'est serré, hein, ouais. Allez, Abdoulaye Kanté. Oui, c'est serré, effectivement. Écoutez, on va voir ce que ça va donner pour ces élections. Je
pense que, alors je vais peut-être contredire François, c'est que cette élection, malheureusement, encore une fois, c'est que je crains le taux d'abstention. Eh ben non, tous les sondages sont en train de nous montrer que le taux de participation va être les gens, voilà, vont être excités par cette élection, etc. Je l'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez avoir votre voix, votre parole, etc., allez voter le 9 juin. Bon, et excité, c'est peut-être un grand mot, mais concerné, nous l'espérons, cher Abdoulaye Kanté. Merci à Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Et merci à nos vraies voix, quand même. Ah oui, c'était top, c'était bien. Philippe Bilger, vous êtes président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un Maclas à publier à la Nouvelle Librairie. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb. Merci, ma chérie. Et Abdoulaye Kanté, auteur, on a changé de... auteur de Policier, enfant de la République, merci publié beaucoup. chez Fayard. Merci à tous les trois. Merci les chéris. Et moi, rien, alors, allez.